Le temps des élections est souvent aussi celui de la grande amnésie, où chaque programme prétend reformater le disque dur de la politique française, comme si nous sortions d'un long désert politique. Je vous propose ici un bref accéléré de quelques grandes options politiques françaises des 20 dernières années, non pour en faire le bilan, non pour alimenter la longue complainte de nos errements, mais plutôt pour contextualiser les choix que nous proposent les principaux candidats, et rappeler aussi, de façon un peu perfide, le réchauffé de certains plats que l'on nous propose. Je remonterai au tournant des années 80-90. La France vient d'achever la première vague de privatisation. Elle a cassé la spirale prix-salaire. L'option forte à ce moment-là est celle du franc fort et de la désinflation compétitive. Cette politique a été inaugurée au milieu des années 80 et s'étire jusqu'en 1998. Un arrimage coûte que coûte au Deutschmark, avec une volonté de restaurer les bases réelles de la compétitivité par un tri sélectif des bonnes entreprises. Cette option est surtout réaffirmée sous Pierre Bérégovoy au moment de la crise du SME de 1992, qui voit notamment décrocher la livre anglaise, la lire italienne et la peseta espagnole. Le franc tient bon et c'est vraiment à ce moment-là que l'on peut véritablement parler de franc fort. C'est aussi le traité de Maastricht qui lance l'union économique et monétaire devant conduire à la création de l'euro en 1999-2002. La France entre alors dans un long tunnel de consolidation budgétaire destiné à la qualifier pour l'euro. Un ajustement d'autant plus coûteux que l'Europe ne parvient déjà pas à coordonner ses efforts. Les plans de rigueur s'empilent les uns aux autres, sapant la croissance et annulant les résultats que la rigueur aurait dû avoir sur le redressement des comptes publics. À l'époque, cette politique porte bien ses fruits d'un strict point de vue financier. Elle semble avoir remis le commerce extérieur sur ses rails. De 1992 à 1999, l'excédent de la balance des paiements ne cessera de croître pour atteindre son apogée en 1999 à 3,5% du PIB. Un redressement qui va de pair avec celui des marges des entreprises. Cette politique a cependant un prix, un taux de chômage qui ne passera pas sous la barre des 10% de 1993 à 1999. Et face à cela, les choix ont aussi été faits, la modération salariale et le traitement social du chômage. Devant l'énorme vague de désindustrialisation, la thématique de la fin du travail a déjà gagné les esprits. On l'oublie souvent, c'est notamment Michel Rocard qui en a posé les bases dès 1988 avec la création du RMI, Revenu minimum d'insertion, ébauche en son temps de l'idée de revenu universel. Et c'est à la même époque, 1991, qu'est créée la CSG. L'idée est déjà de fiscaliser la protection sociale, comme dans le nord de l'Europe, face à ce que l'on pense être une attrition inévitable du travail pour financer la protection sociale. La fin de l'histoire est cependant plutôt heureuse. Le chômage est accepté comme une fatalité mais traité avec des anesthésiants. La croissance revient au galop après 1997, donnant le sentiment que le sang et les larmes ont payé. Le commerce extérieur est, je l'ai déjà dit, à son zénith. Passons alors sur le long épisode Jospin, où la priorité est cette fois placée sur le chômage. Avec une idée simple, le chômage est persistant par hystérèse. Il constitue un piège qui s'auto-renforce car il sape l'employabilité des personnes, comme on dit à l'époque. Et la seule façon d'éradiquer le chômage, c'est de remettre les chômeurs en emploi, quels qu'en soient les leviers, pour restaurer leur employabilité, je l'ai dit. C'est alors la prime pour l'emploi qui doit inciter les chômeurs à reprendre un emploi même mal rémunéré. Ce sont les 35 heures adossées à la baisse des charges. C'est déjà aussi l'idée de relancer le dialogue social au niveau des branches et de l'entreprise pour déroger à la norme générale. Et c'est surtout l'explosion de l'emploi aidé, avec des résultats bien tangibles, puisque la France revient dans la moyenne en matière de chômage et se rapproche de la barre des 7%. Et puis s'ouvre alors, pour être lapidaire, une période de douce insouciance finalement, jusqu'en 2008, où la France ne voit pas que son redressement extérieur a moins tenu à la rigueur des années du franc fort, car l'effet de la réunification qui a boosté ses débouchés au début des années 90. Puis aux effets de la bulle de crédit qui partout à travers le monde a survitaminé ses débouchés.
Et la stratégie du franc fort s'avère être a posteriori une stratégie du franc surévalué, dont elle paye le prix encore aujourd'hui. Une parité surévaluée au regard de son socle industriel, laminé par des années d'orthodoxie mal dosée. Et une compétitivité coût sapée par une politique de flexicurité dont le coût a été mésestimé. Bref, de ce que nous proposent les différents candidats aujourd'hui, tout a déjà été essayé, pourrait-on dire. Et le grand oublié, durant toutes ces années, a été la politique industrielle. Un oubli qui demeure. Aucun des candidats ne détenant la clé pour créer un socle productif à la hauteur de la parité à laquelle la France s'est arrimée à l'euro en 1998.